vous souvenez de cette femme française qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt et qui lui a versé plus de 800 000 euros? Et celle aux États-Unis, Deborah Newell? Elle a même inspiré la série Netflix Dirty Joe. Dans les deux affaires, on retrouve un profil assez similaire. Des femmes d'âge mûr autour de la cinquantaine ou de la soixantaine, issues d'un milieu social élevé et financièrement très aisé. Elles ont été approchées par des manipulateurs au moment où elles traversaient une période de fragilité affective, liée à la solitude, à un divorce ou à une séparation. Et justement, je veux vous expliquer un mécanisme important derrière ces manipulations. Parce que la vérité, c'est que les cas de manipulation sentimentale sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. Peut-être pas toujours aussi grossiers que ceux de Anne et de Debra, on est d'accord. Mais ils peuvent être tout aussi blessants et surtout, ils peuvent toucher n'importe quel âge selon votre cycle énergétique. Non, ce n'est pas un délire spirituel. C'est un ancien agent de la CIA qui en parle. Votre cycle énergétique peut être utilisé pour vous manipuler en amour. En tant qu'agent de la CIA, lorsqu'il devait approcher quelqu'un ou entrer dans sa vie privée de manière stratégique, la première chose qu'il cherchait à comprendre était dans quel état énergétique cette personne se trouvait. Parce que selon lui, si quelqu'un comprend votre énergie dominante à un moment donné, il peut aussi comprendre comment vous influencer, voire vous manipuler. On va voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Allez! Andrew Bustamante, ancien agent de la CIA, explique qu'on lui a enseigné une idée simple mais puissante. Dans notre psyché, il existerait trois sources principales d'énergie. Et au cours de notre vie, on donne naturellement la priorité à certaines de ces énergies. Mais ce sont toujours les mêmes trois. L'énergie créative, l'énergie collective et l'énergie des connexions. Prenons mon cas personnel. Je suis mère de 3 enfants en bas âge, de 4 ans jusqu'à 15 mois. Je suis fatiguée, je dors mal la nuit et je n'ai pas toujours le temps de me poser correctement pour manger ou simplement me reposer. Et pourtant, quand je m'assois devant mon ordinateur le soir après les avoir couchés et que je peux travailler sur mes vidéos YouTube, sur des sujets qui me passionnent, sur les styles de mes présentations, les couleurs, les images, tout ce travail créatif me redonne l'énergie. Je ne vois même plus le temps passer. Eh bien, l'un des éléments clés de ces trois types d'énergie, selon Bustamante, c'est justement qu'ils peuvent te recharger. Autrement dit, plus tu passes du temps dans ce mode créatif, lorsque l'énergie créative est dominante chez toi, comme c'est mon cas, plus tu ressors énergisé de cet état. Il y a aussi d'autres moments dans notre vie où nous sommes énergisés par l'activité collective. C'est-à-dire simplement le fait de faire partie d'une communauté. Si tu penses à des travailleurs sociaux, à des groupes de motards, ou encore à des gens qui font du bénévolat à l'église ou qui participent à la vie de leur voisinage. Ce sont des personnes qui, après des grands événements, de réunions ou des moments passés ensemble, en ressortent pleines d'énergie. Et bon, j'imagine que c'est aussi ce qui se passe dans le cas des sectes. C'est là que réside une grande partie de leur pouvoir de séduction. Ce sentiment puissant d'appartenance, les gens en ressortent remplis d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'énergie en étant dans un environnement collectif. Ils ont l'impression d'avoir fait partie de quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Et ça les revitalise profondément. Les profils créatifs trouvent leur énergie dans la création de nouvelles choses. Et les activités collectives peuvent aussi nous redonner de l'énergie. La troisième forme s'appelle l'énergie des connexions. Les personnes guidées par cette énergie tirent leur énergie des liens profonds et intimes avec une ou quelques autres personnes. En réalité, nous possédons ces trois formes d'énergie. Tout le monde a un certain niveau d'énergie de connexion, d'énergie collective et d'énergie créative. Mais à chaque période de notre vie, nous sommes généralement dominés par l'une de ces formes d'énergie. Si tu repenses à tes 16 ans, tu étais probablement porté par l'énergie collective. Peut-être que tu te sentais rejeté par les adultes de ton école, par les profs ou par certaines personnes autour de toi. Et du coup, quand tu as été accepté par un groupe, même un petit groupe, ça t'a probablement donné énormément d'énergie. Tu étais peut-être aussi attiré par l'art ou même par une relation proche avec ta mère, ton père ou quelqu'un d'autre.
Mais à cette période, il est possible que tu aies été surtout guidé par l'énergie collective. Puis quand tu deviens adulte, surtout entre 23 et 33 ans, une partie de cette énergie collective commence à diminuer. À ces moments-là, tu te mets surtout à chercher une personne avec qui te connecter profondément. Puis, en avançant vers la fin de la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, pendant tes années de plus grande stabilité et de productivité, cette recherche de connexion devient encore plus forte. Tu te poses des questions comme qui va être mon partenaire dans le crime? Qui va être la personne avec qui je vais tout partager? Qui va être la personne avec laquelle je vais construire quelque chose de vraiment solide? La plupart des gens entrent alors dans une phase dominée par l'énergie des connexions, où tu te dis j'ai besoin d'un partenaire avec qui vieillir, quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui sera là pour moi quand j'en aurai besoin, quelqu'un avec qui je pourrai simplement m'asseoir sur une chaise et regarder le coucher du soleil. Ce sont les années de connexion. Ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que ces formes d'énergie évoluent avec nous au fil de la vie. Une fois cette phase passée, souvent vers 60 ans ou 70 ans, beaucoup de personnes reviennent naturellement vers des activités créatives. Ils recommencent à peindre, à jouer de la musique, à écrire, à jardiner, à tricoter, comme si à la fin, on revenait à ce qui nous faisait nous sentir vivants au départ. Mais là où cette théorie devient vraiment intéressante, c'est quand Bustamante explique que notre énergie dominante influence aussi notre vulnérabilité émotionnelle. Selon lui, les personnes les plus faciles à manipuler sont souvent celles qui se trouvent dans une phase d'énergie de connexion, parce que cette personne veut plus que tout se connecter à quelqu'un d'autre. Et cette connexion lui donne de l'énergie. Donc, quand tu penses à une aventure d'un soir où la femme se sent connectée à l'homme, alors que l'homme, lui, ne s'en soucie pas vraiment, il est très probable que l'homme soit dans la phase collective de son cycle énergétique, tandis que la femme est dans la phase de connexion de son cycle énergétique. Ils sont tous les deux énergisés par l'expérience, mais pas vers le même objectif. Elle a l'impression d'être connectée à quelqu'un en qui elle peut avoir confiance ou en qui elle veut avoir confiance. Lui a l'impression d'avoir ajouté quelqu'un à son collectif. Et maintenant, elle a 5 copines au lieu de 4. Donc selon cette logique, si une personne traverse une phase dominée par l'énergie des connexions, elle sera naturellement plus ouverte aux gens qui lui donnent l'impression de créer un lien profond avec elle. Et ce n'est pas seulement vrai pour les femmes. Bustamante explique que les hommes aussi, entre environ 35 ans et le milieu de la cinquantaine, ressentent souvent un énorme besoin de connexion. Et quand cette connexion n'est pas trouvée dans une relation amoureuse, beaucoup vont la chercher ailleurs, dans des groupes, des clubs, des communautés, des activités sociales. Il donne d'ailleurs l'exemple de sa grand-mère qui a plus de 80 ans et fait partie d'un club de bridge. Même après la mort de son mari, alors qu'elle vit seule, elle continue à rechercher des liens avec d'autres personnes. Et c'est là que cette théorie devient presque inquiétante. Bustamante explique que lorsqu'il travaillait comme agent de la CIA et qu'il devait cibler une personne et pénétrer dans sa vie secrète, par exemple lorsqu'on lui demandait de cibler une femme de 43 ans, l'une des premières choses qu'il cherchait à savoir était quelle forme d'énergie dominait actuellement sa vie? Est-ce une personne guidée principalement par l'énergie des connexions, par l'énergie collective ou par l'énergie créative? Parce que pour entrer dans la vie secrète de quelqu'un, la chose la plus importante est de lui donner ce qu'il veut. Et ce que presque tout le monde veut, c'est de l'énergie. Plus d'heures dans la journée, plus de temps éveillé, plus de vitalité, quelqu'un qui les stimule. Donc si tu comprends ce qui nourrit une personne émotionnellement, tu peux aussi comprendre ce qu'elle cherche inconsciemment chez les autres. Et c'est là que certaines personnes manipulatrices deviennent extrêmement dangereuses, parce qu'elles apprennent à utiliser exactement ce dont l'autre a besoin émotionnellement pour créer une forme de dépendance. Par exemple, si une personne est dans une phase dominée par l'énergie des connexions, elle peut devenir très vulnérable à quelqu'un qui lui donne de l'attention, de l'intimité émotionnelle, de la proximité ou le sentiment d'être enfin comprise. Et dans certaines relations manipulatrices, cette connexion devient ensuite une monnaie d'échange pour récompenser, punir et contrôler les comportements de l'autre. Alors parfois tu es belle, parfois tu es moche, parfois séduisante, parfois grosse. Parfois la personne vient vers toi,
Parfois, elle te rejette quand toi, tu viens vers elle. Et cette alternance crée une dépendance émotionnelle extrêmement forte, parce que la personne continue à courir après cette sensation de connexion qu'on lui donne seulement par moment. C'est ce qui rend certaines relations toxiques si difficiles à quitter. Et si tu te demandes comment Bustamante faisait pour accomplir ce type de mission, ou même si les agents de la CIA couchent avec leurs cibles, la réponse est beaucoup plus stratégique qu'on l'imagine. Dans son travail d'agent de la CIA, il explique qu'il devait parfois obtenir des informations sur une personne sur une longue période. Pour éviter de devenir émotionnellement impliqué ou compromis, il ne pouvait pas entrer dans une relation intime ou sexuelle avec la cible. Il devait donc rester en dehors de ce lien direct, tout en entrant malgré tout dans sa vie. Concrètement, il le faisait en créant de la proximité autrement, en l'aidant à rencontrer d'autres personnes, parfois même un gigolo, en la conseillant dans ses relations, ou en devenant une personne de confiance à qui elle s'est confiée régulièrement. Il existe énormément de façons de construire de la connexion et de l'intimité sans construire une relation sexuelle. Et au fond, c'est peut-être la leçon la plus importante. Le problème n'est pas d'avoir besoin de connexion, d'appartenance ou de créativité. Nous avons tous besoin de ces choses. Le problème, c'est de ne pas savoir ce qui nous nourrit réellement à un moment donné de notre vie. Parce que lorsque nous ignorons nos propres besoins émotionnels, nous devenons beaucoup plus vulnérables aux personnes qui les comprennent mieux que nous. Les manipulateurs ne créent pas nos besoins, ils les détectent, puis ils les utilisent. Alors la prochaine fois que quelqu'un entre dans votre vie et vous donne exactement ce que vous manquez depuis longtemps, posez-vous une question simple. Est-ce que cette personne m'aide réellement à grandir ou est-ce qu'elle est simplement en train de devenir ma seule source d'énergie? Plus vous comprenez ce que vous nourrit, la connexion, la communauté ou la créativité, moins il sera facile pour quelqu'un d'utiliser ses besoins contre vous. Et finalement, la meilleure protection contre la manipulation n'est pas la méfiance permanente, c'est la conscience de soi. Dites-moi en commentaire, à ce stade de votre vie, quelle est votre principale source d'énergie? La connexion, la communauté ou la créativité? Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao!